Bonjour la famille Locuture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer d'installer un défi, donc un défi de lecture. Comment lire? Comment construire cette compétence de rester lié au livre? Donc, prenez un livre de votre choix et soyez fort. Ça, c'est une force. Maintenant, je suis en train de lire une œuvre critique du théâtre de Luigi Pirandello, Comme tu me veux, la comédie Comme tu me veux de Luigi Pirandello. Imposture et métamorphose. Alors prenez un livre et essayez de mettre en œuvre ce défi de lecture, de rester le maximum possible devant le livre. Ok? Aux yeux de Sartre, comme une imposture. L'inconnu aurait abusé. Sartre à Berlin comme elle abuse désormais la famille Pierry, puisque ni Inès ni son mari n'osent exprimer leur doute sur la réelle identité de l'inconnu. C'est elle qui dévoile leurs pensées. Ils ont fait peu pour soupçonner, je ne sais pas. Qu'une femme profitant justement d'une ressemblance que d'autres peut-être trouvaient bien commode d'avoir vu en elle. Page 140. S'enferme 4 mois, prétextant d'abord ne pouvoir supporter la vue de personne. Et pendant ce temps, fabrique des souvenirs comme celui des confidences échangées avec Inès à la veille de son mariage. Dans un théâtre de l'illusion où la protagoniste est une danseuse qui joue chaque soir un nouveau rôle, sa métamorphose pourrait apparaître, ou plutôt pourrait paraître un autre rôle, une ultime illusion. Mais cette fois, l'inconnu ne joue pas le sien. Elle le devient. Elle le devient. En cherchant de toutes ses forces à faire renaître en son corps les souvenirs de Bruno. C'est ce que Pirandello explique à Martha Abba dans sa lettre du 22 juillet 1929. J'ai déjà commencé à écrire comme tu me veux. Le premier acte sera orageux. Je dois sauver la sincérité de cette femme et montrer l'honnêteté de sa fiction en profondeur. Cette femme, non seulement de manière désintéressée, par charité, mais aussi pour elle-même, pour les conditions de son âme et de sa vie, doit être capable de devenir une autre, sincèrement d'être l'autre, vraiment vivante. De sorte que lorsque l'autre arrive, morte dans l'âme, son sacrifice apparaît face à cette femme morte. Le sacrifice de la vie, un sacrifice vrai et puissant, et non la conséquence d'une fiction découverte, d'une fiction qui en fin de compte n'a pas eu lieu, si le mari lui-même s'en était déjà rendu compte. La métamorphose de l'inconnu est alors réelle, si elle n'a pas pu devenir la Lucia dont elle n'a aucun souvenir. Elle s'est faite comme Bruno la veut. Elle s'est faite comme son mari Bruno l'a fait ou la veut. Elle explique à la fin de l'acte 2, donnez-moi toi, je te veux. Bruno, tes souvenirs, les tiens, tout ce que tu as conservé d'elle telle qu'elle était pour toi avant. Maintenant, ils vont revivre en moi, revivre de cette vie qui est la tienne, de cet amour, qui est le tien, de toutes ces joies qu'elle t'avait données. Page 202. L'inconnu devient véritablement Lucia. Parce que être n'est rien, car ce qu'on est, c'est ce qu'on fait de soi. Page 103. Et qu'elle s'est faite, Lucia. Donc, si cette métamorphose échoue, ce n'est pas parce que l'inconnu ne ressemble pas assez à Lucia, mais parce que Bruno ne l'a pas assez aimée pour la faire sienne, pour faire d'elle un personnage
complet, vivant, comme l'était sa propre femme. C'était à seul de reconnaître de façon désintéressée. Ce n'est alors ni à Sartre ni à Masperi de dénoncer l'imposture, mais c'est l'inconnu qui montre comment, si l'on adopte froidement le discours judiciaire des preuves, il n'y en a aucune qui puisse solidement prouver qu'elle est Lucia, la véritable Lucia, a disparu. C'est donc l'inconnu qui renonce à sa métamorphose. En quittant les habits de Lucia Pieri, les didascalies n'indiquent pas quel habit l'inconnu porte quand elle quitte la villa Pieri à l'acte 3. Brunswick choisit dans sa mise en scène de faire revêtir à l'inconnu la robe d'Elma. Le mot est venu de l'arabe, Elma, le nom du personnage. Elma signifiait l'inconstance, le passage d'un état à un autre, un état fluctuant. D'accord? Ça correspond à l'identité inconstante de Lucia qui passe d'une identité à une autre, d'une femme de bal, une femme de danse, une femme à la portée de tous, vers une femme chaste, une femme vertueuse, une femme idéale, quand il rejoint la villa Pieri de Bruno. L'inconnu, la robe d'Elma, comme si Lucien redevenait Elma à la fin de la pièce. Ce qui est certain, c'est que l'inconnu renonce à coïncider avec une forme figée. C'est de Lucia pour retrouver la fluidité de l'actrice, qui change constamment de rôle. Désormais, il n'y aura plus de métamorphose, passage d'un état à l'autre, mais seulement les différents rôles que l'inconnu jouera sur scène, sans que cela ne permette, sans que cela ne permette de déterminer une fois pour toutes sa véritable identité. Synthèse. Amour et mémoire, des enjeux situés. Amour et mémoire, des enjeux situés. Amour et mémoire, des enjeux situés. L'amour, matière théâtrale. L'amour, matière théâtrale, c'est important ça. L'amour constitue à l'évidence plus qu'un thème pour le théâtre, mode relationnel constamment mobilisé par la scène. Le lien amoureux est un creuset d'inspiration sans cesse renouvelé. Notre programme invite tout d'abord à situer les formes de l'amour au théâtre car elles diffèrent sensiblement selon les aires culturelles, les périodes et partant les genres considérés. Autrement dit, une contextualisation ferme de ces représentations amoureuses est indispensable à la saisie de leur singularité et les enjeux dramaturgiques dont elles peuvent être le ferment. Le théâtre s'inscrit l'amour comme sujet et comme rasa. Le théâtre s'inscrit l'amour comme sujet et comme rasa. L'amour est un sujet de premier plan dans le théâtre sanskrit. Parmi les pièces datées du XIIe siècle, pour autant que la chronologie établie à ce sujet, à ce jour, soit fiable. Les plus fameuses sont des comédies à sujet amoureux. À sujet amoureux, attribuées à Basa,
le diptyque Les Veaux de Yogam Dharayana. L'Inde, c'est la culture indienne. Et Vasavadatta, vu en songe, présente 2 épisodes de la geste amoureuse du roi Udayana, source à laquelle Arsa, poète du 7e siècle, puisera également la matière de ces 2 comédies de harem, Ratnavali et Priyadarshika. Ce sillon amoureux est au cœur du théâtre de Kalidasa, que lit Banzat Boudon, qualifié d'ailleurs de théâtre de l'amour. La production dramatique de Kalidasa se compose de 2 comédies héroïques, Nataka, Urvashi, conquise par la vaillance, et Shakuntala au signe de renaissance, et d'une comédie légère, Natika au petit Nataka, comédie de Ginessé intitulée Malavika, et Agnimitra. Ces 3 pièces relatent des conquêtes amoureuses. Elles montrent le passage de l'amour dans la séparation Vipra Lamba à la jouissance de l'amour, son boga, pour célébrer en dernier ressort l'amour humain librement choisi. Consacré par l'union gandharvique, mariage consenti par les 2 parties. L'amour mis en scène est concis comme parfait, source privilégiée de plaisir et de bonheur pour les humains. L'amour présenté dans les pièces comme horizon d'équilibre. L'amour mis en scène est concis comme parfaite source privilégiée de plaisir et de bonheur pour les humains. L'amour présenté dans les pièces comme horizon d'équilibre et de perfection correspond à la prépondérance dans la cosmologie hindoue du concept de Kama, qui désigne le désir et la jouissance des sens. Kama est également le dieu amour dans la mythologie hindoue. Le Kama est à la fois le moteur de la création de l'univers. Kama, Eros. Le moteur de la création de l'univers est l'un des 3 objectifs essentiels de la vie humaine. Il renvoie au plaisir sensoriel de son accomplissement, ne doit pas s'effectuer au détriment des 2 autres visées, le dharma, la réalisation du devoir moral, et l'artha, la réalisation du devoir économique et social. Malamud, le 4e de ces objectifs, le Mosa, libération, peut précisément être atteint par la béatitude engendrée par le spectacle théâtral. Or, la théorie du théâtre formulée dans le Natya Sastra, traité du 2e cycle attribué à Bharata, place précisément la production du plaisir des sens en son cœur. Le théâtre est par excellence le lieu de la saveur esthétique, le rasa, qui doit permettre l'instruction selon le mythe d'origine qui fait du théâtre le 5e Veda. Le livre sacré, le Veda, c'est le livre sacré de la culture, ou plutôt de la religion hindouiste. Okay? Si ça se prononce ainsi. Hindou, culture hindoue. Le rasa désigne étymologiquement la sève, le sucre, l'essence ou la saveur. Il définit l'expérience esthétique à la jubilation des sens et connaissances spirituelles. Or, originellement, le monde des hommes était en proie au pire dérèglement. Il n'était pas sensible aux enseignements des dieux sur l'ordre cosmique et social. Le dharma, le théâtre, a été créé pour substituer à l'austère étude des traités et Veda un objet de jeu, à voir et à entendre, qui fasse ludiquement et spontanément accéder au savoir, qu'il dispense à la manière d'une amante. 204.
Or, ce Raza est exemplairement incarné dans la musique et dans le chant, dans la danse, dans les femmes et dans l'amour. Ingrédient essentiel du théâtre sanskrit. La jouissance esthétique est en effet produite par la contemplation des sentiments, chacun étant susceptible de produire un rasa particulier. Divers facteurs artistiques savamment associés, tels les personnages, les circonstances scéniques, les gestuels expressifs, les sentiments ordinaires théâtralisés par la situation dramatique, actualisent certaines dispositions d'esprit permanentes qui s'universalisent spontanément et simultanément en rasa. Le substrat latent du rasa est donc constitué par les dispositions d'esprit permanentes qui sont comme réveillées par les facteurs artistiques, combinés le pouvoir d'évocation de l'art qui transcende la pensée discursive, opère une révélation, une jubilation prodigieuse, dans laquelle le spectateur est extrait de son mode de conscience ordinaire, de toute représentation mentale inscrite dans l'espace et le temps, et de toute conscience individualisante de soi. L'expérience esthétique s'éprouve alors dans un retour de la conscience à son unité originelle, non délimitée par des contraintes mondaines. Elle agit sur les imprégnations psychiques résiduelles et inconscientes de l'esprit qui sont sollicitées par les facteurs artistiques et sublimées dans une forme d'universalisation. La réception de l'œuvre d'art n'est ni déchiffrement d'un récit ou d'un discours, ni expérience cathartique reposant sur la résonance entre le représenté et les affects du spectateur, mais installation dans la conscience d'une expérience sublime qui conduit à la béatitude. Donc, je dois m'arrêter là parce que nous avons déjà un petit conseil au niveau de mon travail. Je dois aller rejoindre la réunion. Je vous souhaite bonne journée et au revoir.